entrer l'invité. Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Voix du droit de la Faco Paris. Vous entendrez des experts, enseignants à la Faco ou alumni sur des sujets d'actualité sous le prisme du droit. Ils donneront un éclairage averti sur une thématique choisie. Bonne écoute! Ce podcast a pour objet un thème qui nous interpelle tous depuis quelques années, l'intelligence artificielle. L'IA qui a pris ses quartiers dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles aussi, pour des recherches d'informations, des analyses, pour nous aider sur des tâches plus d'exécution. Mais il est aussi un domaine où l'IA est extrêmement présente, c'est celui de l'art. Des questions en effet se posent quant à la création d'œuvres avec l'aide de l'IA ou par l'IA. L'une des questions cruciales, vue sous le prisme du droit, est: qui est le véritable auteur de l'œuvre? Est-ce le prompteur ou est-ce l'IA? Je reçois aujourd'hui pour ce premier épisode du podcast Les Voix du droit, produit par la Faco Paris, Marie-Christine Cochipsaume. Enseignante en droit du commerce international, ancien doyen de la Faco, elle est aussi l'auteure d'essais sur l'intelligence artificielle, notamment pour les cahiers de recherche de la Faco. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Sandrine. Bienvenue pour ce premier podcast. Merci de m'accueillir surtout. Peux-tu nous faire un rappel de ce qu'est l'IA et de ses champs d'application assez rapidement? Alors, assez rapidement et de façon assez simple, l'intelligence artificielle exprime cette supplantation, on va dire, progressive du cognitif humain. C'est-à-dire une intelligence qui va remplacer le raisonnement qui, jusqu'alors, était attribué aux personnes effectivement humaines dotées de raison et de conscience. Voilà. Alors, quel est son champ d'application? L'IA, aujourd'hui, a des champs d'application multiples et variés qui peuvent aller de l'écologie à la sécurité routière, qui peuvent aller également même dans le domaine de la création artistique, principalement aussi, et c'est un petit peu en lien avec nos formations, elle joue un rôle très important au niveau juridique, puisqu'elle va assister parfois les juristes, les avocats, principalement sur l'accomplissement de certaines tâches, mais elle peut aussi être à la source de création de textes, d'analyse. Ça, c'est pour le milieu juridique. On peut même retrouver l'IA dans des jeux, c'est-à-dire que l'IA a un côté très ludique, c'est-à-dire qu'on peut jouer effectivement avec l'IA et on peut même effectivement jouer à des parties d'échecs et autres aspects. Voilà. Donc l'IA a un champ extrêmement large et varié que l'on retrouve, alors que l'on trouve même de plus en plus fréquemment dans tout le tissu social sur un pays et dans une grande majorité de pays aujourd'hui. Ce qui a été le symbole fort de l'IA ces dernières années en France, c'est l'introduction de ChatGPT en 2022, qui a vraiment mis l'IA sur le devant, effectivement, de la scène. Voilà. Tu disais que l'intelligence artificielle pouvait, d'ici quelques années, remplacer peut-être carrément l'homme. Tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, là-dessus? c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ses attributions et dans son qu'on lui demande à l'IA, on voit effectivement qu'elle va produire, alors parfois des textes, qui à l'origine étaient que de la spécificité humaine. Quand on demande à l'IA de faire un résumé d'un roman, c'est tout à fait possible. Quand on lui demande de faire un résumé de texte ou de mettre en place les différentes clauses d'un contrat, effectivement, on voit bien qu'elle remplace à ce niveau-là ce que nous, les hommes, enfin ce que l'être humain était susceptible de faire. Elle va même au-delà dans le remplacement, puisque non seulement elle produit des textes, mais elle peut aussi simuler des raisonnements et on peut lui demander des analyses, on peut lui demander des cartographies, on peut même lui demander du prédictif. On peut demander quand même pas mal de choses aujourd'hui à cette intelligence artificielle. Donc effectivement, elle remplace et elle supplante, on va dire progressivement, parce que c'est pas à l'instant T, elle remplace progressivement l'être humain. On n'est plus véritablement sur la question de savoir si c'est véritablement un fait réel qu'elle le remplace. On sait qu'elle est en train de le faire. Elle est en train de le faire. Il y aura un aboutissement et c'est pas pour l'heure. Toute la question est de savoir à partir de quand elle pourra égaler effectivement la capacité cognitive et le raisonnement humain. Ok, alors ça c'est pour les tâches
peut-être plus de raisonnement. Mmh. Est-ce qu'on peut en dire autant dans l'art? Et c'est le sujet qu'on va aborder plutôt aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'IA soit, considérée comme un être esthétique, comme une entité qui a une sensibilité? Ou est-ce que, on peut espérer que, enfin ça c'est l'avenir qui le dira, mais comment on peut considérer finalement l'IA dans le domaine du droit par rapport à la création? Déjà, l'IA dans le domaine du droit, donc c'est déjà une 1re entrée, et ça va toucher une pluralité de matières. Donc, l'IA dans le droit, c'est la justice, c'est le droit des affaires. On peut retrouver, même en droit de l'environnement, en droit de l'audiovisuel. Ça, c'est une certitude. Dans le droit, il y a aussi ce qu'on appelle la propriété, littéraire et artistique et effectivement, l'IA, a pénétré, ce monde en tant que, source de création. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, on est, capable de lui, demander, de nous produire une image. On est capable de lui demander de transformer une image, d'améliorer une image. Donc on voit, immédiatement que la création artistique ne va plus être la seule spécificité, bien sûr humaine, qui faisait effectivement des êtres humains ce qu'on appelle des êtres esthétiques. Qu'est-ce qu'un être esthétique? Un être esthétique, c'est, aussi une personne qui va véritablement, dégager ce qui est, dans son intime, hein. On dit souvent: «L'art, c'est un intime qui devient universel» et quand on produit de l'art, on produit quelque chose qui est au fond, de nous et que l'on va essayer d'exprimer par des couleurs, par des tracés, par, des supports et là, l'IA vient, dans ce processus créatif depuis quelques années. Le phénomène n'est pas, est quand même relativement ancien. On a déjà eu des créations artistiques menées par des algorithmes, mais pas au point, d'aujourd'hui où, effectivement, on a, une IA qui est créatrice, d'œuvres, artistiques pour lesquelles, on se pose véritablement la question de savoir qui est l'auteur. C'est à partir de là où se pose le problème. Tant qu'on a, une IA qui transforme des photos ou qui rajoute des couleurs, la question ne se pose pas trop parce que la part, on appelle ça la curation, hein. C'est-à-dire la part d'intervention humaine, à partir du moment où elle reste très significative, il y a pas de doute. On sait que c'est, un être, humain qui est à l'origine, de son œuvre et que la propriété, enfin le droit de la propriété, littéraire, artistique, aujourd'hui protège, hein, puisque chaque auteur, jouit sur son œuvre dès sa création des droits les plus absolus. Simplement à partir du moment où l'IA va être intégrée au processus créatif et que sa part va être suffisamment significative de sorte à amoindrir, d'une certaine manière, la part humaine, la question effectivement juridique qui se pose, c'est de savoir qui est, finalement à l'origine, de l'œuvre, qui est l'auteur de l'œuvre et est-ce que si l'IA pouvait un jour être considérée comme auteure d'une œuvre, est-ce qu'elle pourrait, effectivement voir ses œuvres protégées? Donc là, c'est une question beaucoup plus profonde et qui consiste, surtout à s'interroger sur le statut, que l'on attribue à l'heure actuelle à l'intelligence artificielle. Alors justement, puisque, visiblement il y a encore un vide juridique en matière de droit et de création artistique, est-ce qu'on peut quand même parler donc de droit d'auteur dans une création algorithmique? Si, par exemple, il n'y a pas de personnalité juridique derrière, s'il n'y a pas de personnalité morale, physique, en tout cas directement, puisque l'IA étant créatrice, elle est quand même a priori, commandée par un prompt et Oui, par, tout à fait. des hommes. Donc il y a pour l'instant un vrai vide juridique quand même. Alors, il y a un vide juridique, mais ça dépend sous quel angle on le prend. Si on considère que l'IA, c'est un pinceau, donc c'est un outil. C'est-à-dire que l'IA serait rangée parmi, les outils effectivement utilisés par les artistes, au même titre que, un pinceau, une couleur, un crayon, ou un feutre. On ne se pose pas la question. C'est-à-dire qu'on se sert de l'IA et la question, des droits d'auteur, devient presque vide, puisqu'on s'est servi effectivement de l'IA au titre d'un outil. Il y a une autre façon aussi de voir, c'est de considérer l'IA comme un médium. Alors, l'IA comme un médium, ça veut dire qu'on considère l'IA comme un support, au même titre que du bronze, du bois, je sais pas, du tissu, du cuir. Donc là aussi, on pourrait régler très rapidement la question et de se dire, à partir du moment où on range l'IA dans la catégorie d'un outil au service de l'artiste, la question de la propriété, effectivement, est réglée et ça appartient effectivement, à l'auteur. C'est ce que semble, à l'heure actuelle, considérer, la Chine. Puisque sur certaines décisions récentes,
La question des droits d'auteur, la Chine, considère que l'IA doit être, reléguée au rang de l'appareil photo. Voilà, donc il peut y avoir effectivement, des États et des législations qui considèrent l'IA véritablement comme un outil, quoi que soit la production générée. Et puis, il y a d'autres États, dont la France effectivement fait partie, principalement aussi également les États-Unis sur certaines, décisions récentes, qui considèrent que non, l'IA a plus qu'un rôle d'outil dans la création artistique et elle peut avoir un rôle, alors principalement à 3 niveaux et pour lesquels il est évident, au moins pour 2 d'entre eux, que la question de la paternité de l'œuvre se pose. Puisque dans la création artistique, on a 3 procédés. On a soit ce qu'on appelle la création, artistique, qu'on appelle l'IA générative. Après, on a l'IA paramétrique et après, on a l'IA par machine learning. Et donc, dans ces 3-là, l'IA générative et par machine learning pose la question effectivement, de la paternité ou de la copaternité effectivement de l'œuvre. Mais que l'on dise paternité, il faudra régler le problème du statut de l'IA et copaternité, il faudra régler également le problème du statut de l'IA. Est-ce que tu peux nous repréciser les Bien sûr. différences entre une œuvre générative, paramétrique et via machine Alors, learning? on va commencer par la plus simple. La paramétrique, c'est, une œuvre, où, celui qui est à l'origine, de la création, va tout paramétrer. C'est-à-dire qu'il y a aucune prise, de risque sur ce qui va être généré, par l'IA. C'est-à-dire que, celui qui commande l'œuvre va, fixer des paramètres et l'IA ne pourra pas sortir de ces paramètres. C'est-à-dire, il va demander, par exemple, si on pouvait faire une métaphore avec une composition musicale, il va véritablement, positionner, le nombre de notes, les sons, il y a pas de surprise et en plus, l'auteur de l'œuvre paramétrique, c'est un peu comme si il tournait les boutons, d'une plateforme. Voilà, il dirige régulièrement l'IA au Comme un chef fur et à d'orchestre? mesure, voilà, comme un chef, au fur et à mesure de sa production. Donc l'œuvre paramétrique, il y a pas de problème. On considère que l'œuvre paramétrique est une œuvre certainement, générée, enfin aidée, enfin, appuyée avec l'IA, mais la le processus créatif, l'idée de départ, et le format de l'œuvre, son contenu également et son message, c'est vraiment dicté par la personne humaine. Donc il n'y aurait pas, à ce niveau-là, sur ce qu'on appelle l'œuvre paramétrique, la problématique, de la paternité de l'œuvre. Sur maintenant, l'IA générative. Alors l'IA générative, c'est aussi effectivement une demande qui est faite, à l'IA. Il y a quand même une incertitude, effectivement, sur le résultat donné, mais celui qui commande l'œuvre a donné des indications, relativement précises, sauf qu'il va libérer l'IA de son processus créatif. C'est-à-dire, c'est pas comme dans l'œuvre paramétrique où il va contrôler progressivement le résultat final. Dans l'œuvre, générative, celui qui est à l'origine de l'œuvre va, éventuellement demander une image. Il va donner effectivement les couleurs que devront avoir cette image, le cadre, il va définir les éléments, une maison, une forêt ou autre et c'est vrai qu'il y a un petit peu un côté incertain sur la production, mais l'auteur, de l'œuvre a quand même défini dès le départ les points précis de l'œuvre attendue, qui pourra le satisfaire ou ne pas le satisfaire. Mais la part, enfin la curation, ce qu'on appelle la curation en œuvre, c'est-à-dire la part humaine est quand même suffisamment, importante pour qu'on puisse quand même considérer, que, effectivement, la paternité de l'œuvre puisse être attribuée à l'être humain, à C'est défaut de copaternité, hein, qui pourrait être une autre solution. c'est une collaboration, en fait, quasiment C'est entre l'IA, une finalement, et l'humain. collaboration, mais avec, une personne, la personne humaine qui reste quand même maître du jeu, parce qu'elle a absolument, défini, tous, les critères. C'est un peu comme si on avait un chef d'orchestre qui demandait à des artistes, des musiciens robots, de jouer précisément tel morceau de musique, telle partition. Donc il fixe dès le départ ce qu'il attend. Bon après il n'est pas sûr du résultat, il ne sait pas si ce résultat va lui satisfaire ou ne pas le satisfaire. En revanche, là où c'est beaucoup plus problématique, c'est sur l'œuvre par, machine, learning. C'est-à-dire que là, on est vraiment, sur, une œuvre, mais, même si on va, commander, un résultat, on va simplement commander le résultat
et c'est, l'IA qui, de par toutes les données qu'elle comporte, va faire sa propre sélection. C'est-à-dire que dans la machine learning, l'IA, elle apprend par elle-même. C'est-à-dire qu'elle est remplie de données et ces données, elle les fait fructifier, ce qui n'est pas l'IA générative. L'IA, par machine learning, il y a vraiment un entraînement. C'est de l'apprentissage, hein, de la machine, et c'est-à-dire que si, par exemple, je programme, on va dire, je rentre un code, voilà, dans un algorithme pour demander, à l'IA de me produire, une œuvre qui pourrait ressembler à un portrait du 19e siècle, voilà, Mmh. je m'arrête là, c'est tout, je m'arrête là. Donc dans la prédéfinition, Mmh. je suis beaucoup plus limitée, et c'est l'IA qui, de par la base de données qu'elle aura et toutes les ressources qu'elle aura, qui va elle-même composer, choisir effectivement ses couleurs, ses portraits, et qui peut me donner alors un résultat certes inattendu, bien évidemment, mais dont le processus et l'assemblage, c'est vraiment elle qui a décidé, et mes premiers critères sont beaucoup plus faibles dans ce type d'œuvre. On a l'exemple effectivement, du portrait, d'Edmond, de Bellamy, qui est une œuvre, par machine learning, et qui est, une œuvre qui a été créée par un collectif qui s'appelle le collectif Obvious, et qui a donné, comme résultat, un portrait, du 19e siècle, et la machine qui a produit, l'algorithme, hein, qui a produit d'ailleurs, l'algorithme est la signature de l'œuvre, hein. C'est-à-dire qu'en bas du tableau, on voit la signature, c'est, la description de l'algorithme. C'est l'algorithme qui a brassé, des millions, Données? de toiles, de couleurs, de portraits, et qui, à partir de ce que j'ai demandé de produire cette œuvre, a décidé la production de l'œuvre. Donc l'être humain a une part dans le processus, dans l'enclenchement, dans l'idée, bien évidemment, mais c'est pas une part suffisamment significative dans la substance même de l'œuvre. C'est-à-dire que la substance même, le résultat final, est quand même un travail, qui vient, de l'IA, et là, pour le coup, on peut véritablement se poser la question, de l'appartenance, de cette œuvre. Très bien, très intéressant. Quelle, solution peut-on avoir, en tout cas maintenant, puisque forcément le droit va évoluer dans ce domaine-là, Bien sûr. pour protéger alors typiquement est-ce qu'elles sont protégées ces Alors œuvres-là? Est-ce que l'algorithme qui sert de signature suffit ou pas? Est-ce que c'est la même chose dans d'autres pays? Alors, c'est compliqué, sur un plan, mondial, tous pays confondus, il n'y a pas de personnalité juridique reconnue à l'intelligence, bien sûr, artificielle. Alors, ça ouvre la voie à plusieurs réflexions. Donc, première conclusion, si l'intelligence artificielle n'a pas la personnalité juridique, il ne peut pas y avoir d'œuvre attribuée à l'intelligence artificielle. C'est mathématique, pour être détenteur de droits, ou être reconnu comme auteur, parce qu'on peut être auteur et céder ses droits, mais pour être auteur et même avoir des droits, de toute façon, même pour être auteur, il faut avoir une personnalité juridique, ce que l'IA n'a pas, aujourd'hui. Donc la règle, est précisée. On n'a pas de texte par rapport à ce constat, que ce soit en France ou au niveau européen, qui règle le problème. Donc sur la question effectivement, d'attribuer la paternité d'une œuvre à l'IA, à partir du moment où aucun pays, hein, mais vraiment aucun pays ne reconnaît à l'heure actuelle, une quelconque, personnalité juridique à l'IA, la solution est extrêmement claire, notamment en droit. Une IA qui n'a pas de personnalité juridique ne peut pas être auteur ou détenir des droits, effectivement, sur une œuvre. Alors, il faut donc trouver d'autres solutions pour régler éventuellement, les problèmes d'appartenance des œuvres qui sont générées par une intelligence artificielle, notamment, lorsqu'il s'agit d'œuvres, qui sont générées, via machine learning, dont l'exemple a été donné, sous l'angle du portrait d'Edmond de Bellamy, par le collectif Obvious. Alors, pour la petite histoire quand même, il faut savoir que, l'œuvre, Edmond de Bellamy a été vendue aux enchères, hein, à New York pour la somme de 432 000 dollars, pour lesquels le collectif effectivement, a perçu, cette somme. Alors, toute la question est de savoir est-ce que, à qui appartenait vraiment cette œuvre. En tous les cas, l'algorithme n'est pas protégé, hein, par le droit d'auteur. En revanche, le code, au même titre que les logiciels, effectivement, est protégé. Donc, à la limite, si on devait, alors qui n'est pas en rapport avec l'affaire Edmond de Bellamy, mais si on avait une œuvre, via machine learning, à la limite, on pourrait éventuellement concéder une partie, de l'œuvre, à l'auteur, du code. L'algorithme, non.
et puis peut-être, au groupe ou à la personne qui a initié le projet. Donc ça serait une sorte de copaternité, c'est un peu délicat, En on tout cas, n'a pas de texte. ça peut pas être l'IA qui va toucher de l'argent. Ça peut pas être l'IA qui C'est va déjà toucher un de peu l'argent puisqu'elle n'a pas cette personnalité juridique. Alors, ça n'empêche pas que, n'ayant pas cette personnalité juridique, il faut un encadrement. Ça serait trop simple de dire: «Il y a pas de personnalité, donc on n'envisage pas les règles». Des règlements, il y en a. Il y a eu le règlement, il y a l'IA Act, hein, qui est, entré en vigueur, en août 2024. Alors, qui va pas répondre à la question de la personnalité. l'IACT. L'IA Act, Oui. voilà, qui ne va pas répondre à la question de la personnalité, des de l'IA, mais qui a, on va dire, classé les risques générés par l'IA. Donc on va pas s'occuper de ce texte. En revanche, il y avait une directive, qui est une directive qui envisageait effectivement, les questions de responsabilité autour de l'IA, qui aurait pu être très intéressante, mais qui a été effectivement, retirée, par la commission, en février, 2025, qui, a justifié ce retrait, par, la certitude que, il n'y aurait pas de consensus, sur le texte, envisagé. Donc ce qui prouve bien qu'il y a une problématique profonde sur, ce qu'il faut reconnaître comme statut à l'IA et de savoir si effectivement une personnalité juridique pourrait être retenue. Alors, la personnalité juridique, ça va être compliqué. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a 2 personnes qui ont la personnalité juridique. Il y a les personnes physiques et il y a les personnes morales. Voilà. Donc, on a quand même passé, au-delà de la personne physique, avec l'attribution d'une personnalité juridique aux personnes morales. La question est de savoir, est-ce qu'on passera au-delà, effectivement, des personnes morales pour attribuer une personnalité juridique à l'IA, que certains commencent à considérer comme une forme de personnalité spéciale, qui serait presque une personnalité collective. Ça veut dire que, voilà, l'IA, ça serait une personnalité collective et on pourrait quand même, affecter à cette personnalité collective, certains, de ses travaux, de ses productions, de ses œuvres, et elle pourrait aussi avoir des fonds et qui seraient des fonds qui pourraient même être, débloqués en cas de responsabilité. Voilà, on est effectivement dans du grand théorique, Ouais. bien évidemment, mais la question s'est posée. Au-delà de ça, l'encadrement juridique est nécessaire parce que l'IA touche énormément, de domaines en matière de société, en matière juridique, et il faut absolument fixer les contours et les limites de cette intelligence artificielle. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Marie-Christine, c'était passionnant. Merci beaucoup Sandrine, et j'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois Mais pour, c'est pour certainement. poursuivre sur, ce sujet.